Oui, c'est Keita Sheriff. Donc là, je suis coach de la première de Villeneuve sur Lot. Je viens de Paris, hein. J'ai fait toute ma formation avec le district du Val d'Oise et la Ligue de Paris. Voilà, donc c'est vrai que cette saison, j'ai été contacté par le club de Villeneuve-sur-Lot pour venir surtout apporter un certain changement au niveau de certaines visions, etc. Et surtout pour explorer d'autres formes, d'autres formes au niveau du championnat, et etc. pour pouvoir amener l'équipe un peu plus loin que là où il est. Mais ma philosophie, c'est de bien jouer au football déjà, hein, de bien jouer au football. Le football, avant tout, c'est le beau jeu qui procure des émotions, hein, si je peux l'appeler ainsi. Les spectateurs se déplacent pour voir déjà du beau jeu. Mais le beau jeu quand il est efficace. Moi, je vous dis beau jeu, mais quand le beau jeu est efficace, avec des principes partagés par le collectif, hein, qui a été préparé en amont bien sûr par le coach qui le décline au jour. Donc pour moi, ma philosophie, ben, c'est de toujours bien jouer au football. Bon, l'entraîneur moderne, disons que c'est pas comme l'entraîneur d'avant. L'entraîneur d'avant, il s'occupait seulement de pouvoir faire ses séances, hein, si vous voulez, de pouvoir s'occuper de tout ça et puis de penser, ouais, mes joueurs sont bons athlétiquement, mes joueurs techniquement, ils sont bons, tactiquement, ils sont bons, mentalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus loin, puisque aujourd'hui, il faut donner énormément d'importance à l'humain. Hein. C'est ça aussi l'entraîneur moderne. Ne pas seulement penser seulement à ses séances, mais tout dépend de l'environnement du joueur. Un joueur, il peut venir s'entraîner, être bien, mais derrière, il y a d'autres choses que vous ne maîtrisez pas. Ben, il faut s'approcher de l'humain, essayer le coach a besoin d'activer certains leviers. Ce sont les leviers qui font que ben, il y a des choses qu'on obtient, on pense obtenir chez le joueur, mais on peut l'obtenir chez l'humain. Mais c'est les ressorts, ben, il faut être près du joueur, avoir beaucoup d'empathie, aller vers le joueur, discuter avec le joueur. Et croyez-moi, vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais soupçonnées. Et ça permettra aussi d'avoir le potentiel vraiment du joueur, quoi. Parce que ça, le problème, il y a des joueurs qui sont très bons, mais parfois ne sont pas assez accompagnés. Mais ce qui fait que derrière, ils n'arrivent pas à percer au haut niveau. Et c'est une grosse problématique. Donc c'est vrai que l'entraîneur moderne devrait être un management. Quelqu'un qui manage encore plus que sur le terrain. Ben, l'autorité, plus que jamais, doit demeurer la plus forte possible. L'autorité doit demeurer la plus forte possible. Mais sur un mode qui ne peut plus être autoritaire. Je m'explique. Ça veut dire, aujourd'hui, avant, moi, à mon niveau, quand on jouait, on pouvait permettre d'entendre l'entraîneur des fois qui crie. Mais nous, on avait ce côté tellement passionné aujourd'hui. Mais le football aujourd'hui a changé. Il y a, on est sur le management intergénérationnel entre la vision ancrée des anciens et surtout le côté farfelu un peu les plus jeunes, il faut le dire. Et pour ça, ben, il faut l'entraîneur moderne qui soit là, qui puisse vraiment se dire, ok, mais il faut un savant mélange d'autorité et d'empathie. Ça veut dire que c'est au milieu, c'est à mi-chemin. Donc il faut pas, il faut tout ce qu'il faut éviter comme entraîneur, ben, c'est d'être trop dans l'autoritarisme. Puisque l'autoritarisme, ça met quoi en place? Ça met la haine, la rancune, la méfiance du genre. Et souvent, dans des cas comme ça, ben, ça ne renforce pas la progression. Ben, comme j'ai dit, ben, c'est de pouvoir toujours activer certains leviers, de pouvoir être proche de lui, son environnement, de comprendre ses problématiques. Hein. Vous voyez, les joueurs, vous passez peut-être dans la semaine des heures avec eux, mais la majeure partie du temps, ils sont en famille, les joueurs. Hein. Ils sont en famille. Et comme on dit, le football, le club, si vous voulez, est un, est une entité complémentaire à la famille et à l'éducation. Je parle aussi de l'école. Vous voyez qu'aujourd'hui, il est très important que le gamin puisse... et là, je vais rebondir sur pas mal de jeunes qui jouent très bien au football, qui sont très jeunes. Mais ce n'est pas pour rien que dans les grandes écoles, dans les grands instituts comme genre l'FC Barcelone ou Real Madrid ou d'autres, et le gars, il va à l'école, le jeune, et après, il vient jouer au football.
puisque la réussite dans le football est un peu irrationnel sur le terrain et en dehors. Et on ne peut pas dire que celui-là, on n'est pas sûr que celui-là, il va réussir. Hein. Donc aujourd'hui, pour moi, pour faire progresser un jeune, bon, il faut être près du jeune, discuter avec lui, connaître ses problématiques, il a des doutes, etc. Et puis voilà, il faut améliorer tout ce qui concerne la concentration, l'enthousiasme à l'entraînement, hein, et puis l'orienter. Hein. Le coach, il n'est pas là, le coach moderne, il n'est pas là pour dire aux jeunes fais ça, fais ça. Le coach moderne, il est là pour orienter les jeunes. Et de là, ben, vous pouvez évaluer. Ben, je prends le jeune au mois d'octobre, on est au mois de mai, mais à quel niveau je l'ai amené, vous voyez? Voilà, bon, au niveau du projet de jeu, le projet de jeu est vaste. Le projet de jeu est vaste puisque le projet de jeu, c'est ce qui détermine la façon de jouer d'une équipe. Après, je peux vous demander, par exemple, de prendre le match que vous voulez, de prendre une action extraite de match. Et vous allez voir, vous demandez à 10 personnes, mais vous allez voir que presque les 10 personnes auront des avis qui divergeront, hein, des visions qui divergeront. Non, le joueur devait faire telle passe, il devait faire ça là, par là. Ben, c'est pour vous dire tout simplement qu'au niveau des joueurs aussi, même les joueurs aussi, ils vivent des fois des situations et les commentent différemment. Et à partir de là, ben, on sent la singularité des supporters, des dirigeants et des joueurs. Bon, d'où cette nécessité pour un coach de pouvoir et de devoir même, j'irai plus loin, de devoir mettre un projet en place. Après le projet, si vous voulez, ce n'est que l'idée du coach. Le projet n'enferme pas et n'apporte pas des solutions aux problématiques posées. Le projet, c'est quelque chose qui est là, l'idée du coach. Après, il n'y a pas encore de transmission. Et puis là, on parle maintenant de l'idée du coach. Le modèle de jeu, je l'ai. J'ai le modèle de jeu, je veux jouer comme ça. Mais les joueurs, c'est pas encore conceptualisé. Et donc, si vous voulez, derrière, il y a l'idée du coach, il y a le modèle. Et maintenant, il faut transmettre ça aux joueurs. Et quand vous transmettez ça aux joueurs, ça veut dire que vous déclinez ça aux joueurs et que les joueurs puissent en avoir les explications. Et c'est à eux la responsabilité de le transcrire sur le rectangle vert. Et j'irai plus loin sur le projet. Par exemple, imaginez un coach qui vient d'être recruté par le FC Barcelone. Hein, et durant sa première conférence de presse, ben, il dit, sans prendre compte de l'environnement, parce que pour un projet de jeu, il faut prendre l'état du terrain. Si vous voulez jouer sur des renversements de jeu, et en club, vous avez un petit terrain, c'est pas bon. Si vous voulez jouer au sol et que vous avez au sol vraiment avoir un beau jeu et que votre terrain est laborieux, c'est pas bon. Si vous avez un terrain qui est vraiment petit, on va privilégier souvent les ballons arrêtés. Et après, l'environnement, j'y parle tout à l'heure, c'est le mot de la fin sur l'environnement. L'environnement aussi, il faut prendre la culture de la ville. Il est important de prendre la culture de la ville. Parce que supposons, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en reviens, au FC Barcelone, ben, le gars, durant sa première conférence de presse, il vient d'être nommé, ou bien encore, qui vient de signer son contrat, ben, il dit, bon, moi, qu'est-ce que je veux? Je vais jouer en bloc bas, attendant l'adversaire, pour faire des transitions, des contres. Mais vous voyez, excusez-moi le terme, la gueule que va faire les supporters du FC Barcelone. Quand on connaît la culture de ce club, qui, même quand ils sont menés, continuent à jouer au ballon. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Donc, c'est ça. Donc, c'est pas parce qu'on a réussi avec un projet autre part qu'il va falloir le mettre, par exemple, à Villeneuve-sur-Lot ou au Real ou au Liverpool. Tout le monde sait que, par exemple, je donne l'exemple patent. À Liverpool, ils sont sur du pressing. Ça, c'est le projet de Jürgen Klopp. Mais je ne suis pas sûr que, sur la durée, sur une saison, ben, ça peut marcher au Real Madrid. Vous voyez? Donc, il faut prendre compte de tous ces paramètres pour mettre son projet de jeu en place. Après, quand on parle de conviction, sachez que toutes les convictions sont bonnes. Du moment que c'est partagé par le collectif qui agit en conséquence à l'unisson. Et pour ça, ben, il faut que ça soit bien expliqué par le coach, bien communiqué aux joueurs qui déclinent ça sur le rectangle vert. Sinon le coach qui joue en bloc bas, le coach qui joue en bloc médian, le coach qui joue en bloc haut, tout ça, c'est des choses mais tout dépend du coach et de ses joueurs. Ben, si ils voient la même chose au même moment, ben, c'est le principal pour apporter des réponses uniques à une problématique posée. Euh, déjà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de collectif, et vous le savez,
de dire que le football est un sport collectif, à un moment donné, ça fait cliché. C'est comme du pléonasme, quoi. C'est comme une répétition. Donc, il faut encourager le projet individuel avant de parler du projet collectif. Parce qu'il y a des joueurs qui sont là, qui disent « Ok, mais moi, je suis là, je suis collectif. Mais est-ce que le coach, est-ce que l'entraîneur encourage mon projet individuel ?» Donc, c'est un projet individuel, si vous voulez, que vous encouragez, préalable au projet collectif. Puisque votre objectif, vous en tant que coach, c'est de poser les bases d'une intelligence collective. Donc, disons l'intelligence collective dans l'action collective. À chaque instant, que ce soit, nous avons le ballon, nous voulons sortir propre, les adversaires ont le ballon, on doit aller au pressing ou on ne doit pas y aller, le coach dit que non, je veux qu'on joue en bloc bas, mais tout ça, c'est une intelligence collective. Donc, il faut que ça commence d'abord individuellement. On ne peut pas dire, oui, non, oh, je vais commencer collectivement. Mais parce que, comme j'ai dit, les joueurs, ils n'ont pas la même éducation. Ils ne viennent pas même s'ils viennent du même monde, mais du même milieu, de l'environnement, l'éducation. Ils n'ont pas la même trajectoire. Il y a l'autre qui est passé peut-être au Paris Saint-Germain, l'autre il est passé à Liverpool. Et ils ont rencontré, durant leur enfance, durant leur formation, des éducateurs qui peut-être prenaient plus de ballons, l'autre peut-être, je ne sais pas, même si c'est vrai qu'aujourd'hui on prend beaucoup de ballons, mais ils voyaient plus physique, je ne sais pas. Donc en ce moment, quand vous avez des joueurs, que ce soit en sélection, que ce soit en club, dites-vous que vous avez 30 joueurs, je suis 30 coachs. Parce que chaque joueur a sa sensibilité. C'est comme ce que je disais tout à l'heure sur l'entraîneur. L'important surtout ça, que ce soit le joueur, que ce soit l'entraîneur, c'est d'avoir ses convictions en rapport avec sa sensibilité et surtout avec ses aspirations propres. C'est ça. Parce que le football n'est pas une science exacte. On ne peut pas dire demain c'est sûr que je vais gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait la beauté aussi de ces sports, n'est-ce pas? La causerie d'avant-match est très, 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 très importante et c'est vrai que j'en parle beaucoup avec mon adjoint avec qui je parle beaucoup, Abdel Nadoui. On en parle énormément et c'est un moment qu'il ne faut pas galvauder. Il ne faut pas la galvauder, la causerie d'avant-match. Parce que la causerie d'avant-match, c'est avant, pendant et après. Pourquoi? Parce que la causerie d'avant-match, ça commence déjà dès la veille de match où on commence à regarder le visage de tel joueur pour se dire je le sens concentré. Mais surtout, ça ne peut pas dépasser plus de 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes une causerie. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas la galvauder, il ne faut pas l'improviser. Parce que les joueurs, ils ne vous le disent pas, mais quand ils vous voient sur le terrain arriver, sur le terrain déjà, ils commencent à vous regarder votre visage. Et s'ils sentent une certaine peur, quelle que soit la dimension du match, il faut toujours dépassionner. Le coach est là pour dépassionner parce que les joueurs le regardent. Et si toutefois ils sentent la peur sur le visage du coach, vous leur transmettez cela. Et ce ne sera pas cohérent, une fois dans le vestiaire, de leur dire, les gars, non. Donc la causerie est importante. Pourquoi? Il faut déjà que tu leur parles du contexte. Je donne un exemple patent. Hier, nous avons joué à Lassa. Les deux équipes ont le même nombre de points. Ce que j'ai commencé à leur dire, c'était pour qu'ils regardent qu'ils ont le même nombre de points. Donc c'est comme une finale. Parce que l'équipe qui gagnait dépassait l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est resté à coude à coude parce qu'il y a eu un but partout hier. Et vous leur parlez surtout après de vos principes de jeu. Là, tout, je suis dans la causerie. Vous n'avez pas encore mis le tableau pour vous montrer le titulaire. Même s'il y en a, par rapport à la mise en place tactique du vendredi soir, ils vont savoir qu'ils sont titulaires. Et après, troisièmement, vous allez où? Vous mettez la compo. Et là, vous parlez de tout ce qui concerne les principes de jeu, etc. Et en quatrièmement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur l'aspect émotionnel et motivationnel. Sachez que la causerie, ce n'est pas pour motiver les joueurs. C'est pour créer les conditions de la motivation. Et par rapport à ce contexte dont je parle et tout ce que j'ai élaboré tout à l'heure, ce qui fait que les joueurs, voilà. Je donne un exemple patent. Hier, à Lassa, je n'ai pas fait de causerie. Il faut aussi improviser. Il faut surprendre les joueurs. Quand je suis arrivé, je n'ai pas fait de causerie. J'ai fait le tableau hier et je me suis assis à côté d'eux. Je lui ai dit, c'est vous qui faites la causerie. Et c'est eux qui ont fait la causerie hier. J'ai écouté. Après, ils ne sont pas rentrés dans les détails des principes. Mais ça aussi, c'est un moyen pour le coach de sentir la motivation, le degré de dynamisme
qu'ils vont impulser. Et c'est vrai que hier, je ne me suis pas trompé parce que j'ai vu que quand ils sont rentrés sur le terrain, ben, ils ont fait leur causerie. Et c'est seulement à la mi-temps que moi, je suis venu pour parler. Mais sinon, la causerie, c'est eux qui l'ont fait hier. Ben, la formation des éducateurs demeure indispensable parce que c'est un peu abracadabrantesque ou bien même un peu déraisonnable de dire qu'on veut développer ce gamin sans un éducateur formé. C'est comme, je ne sais pas, c'est impensable même. Se former demeure indispensable. Ça veut dire que c'est en se formant qu'on puisse connaître les pédagogies à utiliser pour la progression du jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, quand on va au bord du terrain, on voit pourtant des éducateurs qui sont pas mal, hein, attention, qui sont pas mal, mais seulement qui font trop d'interventionnisme. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parcimonie. On sent qu'à chaque instant, ils sont en train de crier sur le jeune, fais ça, fais ça. Mais d'accord, mais il est bien de dire au jeune, fais ça. Mais est-ce que vous lui avez donné les clés de la compréhension du jeu? C'est problématique. Mais bien sûr, parce que tout simplement, au niveau du projet de jeu, j'en reviens. Vous voyez souvent le samedi soir ou le dimanche, quel que soit quand le match a été mis sur le calendrier, mais le coach qui crie à son joueur, je ne suis pas content parce que je lui ai demandé de faire ça, il ne l'a pas fait. Mais est-ce que vous lui avez montré pour faire ça, c'est ça, c'est ça. Donc vous créez des situations de jeu à l'entraînement qui font que, collectivement, c'est vrai, ils lisent une situation de la même manière et apportent une réponse identique, mais le jour même, ça veut dire aujourd'hui, on voit des joueurs très, très, très intelligents. Par exemple, quand on dit à son joueur, démarque-toi, on l'entend souvent, hein, même chez des gamins, hein, des éducateurs qui disent à un petit, démarque-toi. Certes, l'éducateur utilise, tu vois, un genre générique. Ce générique-là est vrai. Mais est-ce que lui, il a la compréhension de ce que son coach lui demande? Si toutefois que le coach il n'a pas été formé, c'est au fond, est-ce que c'est de sa faute? Oui, peut-être 30%, mais le club qui l'utilise devrait savoir aujourd'hui. Moi, quand je me formais, à l'époque, j'étais sur vraiment la formation pure et dure. Et après, je me suis adapté parce que les formations ont changé depuis des années. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux. Ce côté où il fallait le coach autoritaire, vas-y nana, et le coach aujourd'hui qui oriente le joueur. C'est le joueur qui est le responsable du jeu, la découverte du jeu. Après, tu mets en place des situations qui sont différentes parce que les objectifs sont différents. Et à partir de là, toujours, il faut mettre des situations où on fait des répétitions, mais parce que le joueur apprend dans le temps du jeu que d'écouter son coach parler. Il faut être clair, concis et court dans ces séances. Moi, je milite, et Abdel aussi, mon adjoint, pour le respect des arbitres. C'est très, très important. L'écoute, le respect des supporters, le respect du banc de touche adverse. Mais pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, après, ce n'est pas seulement tel club qui est maladif de ça ou tel club. Beaucoup de clubs, je pense que le mal qu'ils ont, c'est que ne pas faire comprendre aux jeunes le respect des arbitres. Merci beaucoup, manque de pédagogie hein, et surtout de formation. Pourquoi? Parce que moi, je suis qu'un être humain. Il peut y avoir des matchs où on m'a vu hein, que je n'étais pas content de l'arbitrage. Mais ce n'est pas pour ça que je vais parler mal à l'arbitre. Par contre, il m'est arrivé à la fin du match, ou même à la mi-temps, parler à un arbitre, mais toujours de façon pédagogique. Pourquoi? Après, on dira que, oui, M. Keita Chérif, peut-être que ce sont ses formations qui l'ont aidé ça. C'est possible, avec le temps aussi, l'expérience. Mais aujourd'hui, raison pour laquelle je milite beaucoup pour l'arbitrage des jeunes, pour les jeunes en club. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire de mettre des ateliers où des jeunes s'arbitrent eux-mêmes. Mais ils vont comprendre quand même la tâche parce qu'aujourd'hui, regardez, on a mis la vidéo VAR, tout ça là, par rapport au match de très haut niveau. Mais pourquoi? Mais parce qu'auparavant, il y avait 3 arbitres. Donc ça veut dire que quand même la Ligue, la Fédération internationale, la FIFA et tout, ils ont compris quand même, en collaboration avec les autres fédérations, que c'est l'homme qui se trompe. Pourquoi l'arbitre ne se tromperait pas sur un hors-jeu? Peut-être l'attaquant est 1000 fois plus rapide que le défenseur. On lui donne le ballon, lui se retourne comme ça, il voit que l'attaquant est face au gardien de but. Il siffle hors-jeu. Je ne dis pas que c'est compréhensif, mais ça pousse quand même à une certaine réflexion. Hein? Donc pour moi, il est très très important le respect des coachs, c'est très important. S'il n'y a pas de respect entre les coachs et les joueurs, il ne peut pas y avoir
il ne peut pas y avoir une bonne démarche pédagogique, mais derrière toujours, on en reviendra toujours à la formation des entraîneurs. Parce que quand on est formé, ben, on peut, on peut rencontrer dans son groupe des jours de caractère. Déjà, un groupe, je le dis, ne pas supporter 3 jours de caractère. Peut-être 1, 2 encore, mais 3 jours de caractère et chacun a sa loi. À un moment donné, qu'on le veuille ou pas, c'est le football qui est comme ça. C'est pas Keita Chérif qui est comme ça ou Abdel Nadoui et un autre. Mais la majeure partie du temps, si le coach il peut y arriver, qu'il élimine un joueur. Un joueur doit être une ressource pour son coach. Il ne doit pas être un problème. Et quand vous avez un problème, mais pour son projet de jeu, ça veut dire que lui, il parle de A, vous parlez de Z. Mais à un moment donné, il vous élimine. Mais pas, il vous élimine et ça n'a rien à voir de personnel. Au contraire, mais c'est pour faire avancer son projet. Parce qu'au fond, il est là pour ça. Donc là, je pense que le respect, c'est vaste. Et des coachs, des éducateurs, des enfants envers eux-mêmes. Le fait, langage urbain là, dehors là, ce que je dis, je le dis là. Non, quand on rentre sur le terrain, il y a un cadre. Raison pour laquelle j'ai parlé souvent des climats d'apprentissage. Le fait de poser un cadre. Quand vous posez un cadre, ça va atténuer ces choses-là. Essayez de revoir sa copie sur la perception de la compétition. Accorder un statut positif à l'erreur. Qui ne fait pas d'erreur? Moi, je suis le premier à en faire. Hein. On fait tous des erreurs. Et tout ça améliorer tout ce que sont l'enthousiasme et la concentration. Quand le joueur il vient au stade pour s'entraîner, quel que soit le niveau de pratique, il est là d'abord pour prendre du plaisir. Il faut que le coach il véhicule ça. Mais quand vous véhiculez ces choses-là, ben, à un moment donné, quand il faut rappeler le jour à l'ordre, il vous écoutera. Hein. Mais parce que tout simplement, il sait que vous êtes réglo. Il y a des mois, vous le fessez, mais excusez-moi du terme, aimer son joueur, c'est parfois lui donner un bon coup de pied. Et voilà, ça va le rappeler à l'ordre et tout. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, toujours le savant mélange d'empathie et d'autorité. Le système de jeu, il est là pour donner des repères aux joueurs avec un objectif initial qui est d'occuper l'espace de manière rationnelle. C'est ça. Il faut occuper l'espace de manière rationnelle. Je vous donne un exemple patent. J'aime les animaux, je n'ai rien contre les animaux. Mais prenez 10 bœufs, vous leur mettez sur le terrain en 4-4-2 ou 4-4-2 losange, 3-5-2, comme vous voulez. Et vous prenez un être humain, un très bon gardien, vous allez chercher Courtois, Neuer, cherchez que vous voulez. Hugo Lloris, je ne sais pas. Hein, je dirais même, parce que quand même, je vais faire un appel du pied, quand même, c'est les Sénégalais comme moi, hein, Mendy, et vous le mettez dans les buts. Mais il va le parler, vous allez voir si il va... Non, c'est pas le système de jeu qui gagne un match. Le système de jeu n'est valable que par l'animation qu'on lui donne. C'est l'animation qui gagne un match. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une telle harmonie, une telle entente, qu'à un moment donné, même les spectateurs ne savent plus à quel système cette équipe joue. Pourtant, au début, ils ont vu, ils étaient placés en 4-3-3. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est pourquoi il y a une certaine liberté dans le football. Au niveau tactique, ça veut dire qu'aujourd'hui, les joueurs ont une certaine responsabilité. Vous voyez, aujourd'hui, un latéral, à un moment donné, vous le trouvez en position d'ailier, et même quand il y a une transition, ben, il reste là-bas. Peut-être c'est tactique, parce que le coach a demandé, ben, faites tout, créez une densité au milieu, remettez-lui le ballon. C'est une transition. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le système n'est pas figé, mais en aucun cas, le système doit être privilégié. Le système doit être compris des joueurs. Ça leur donne des repères, comme j'ai dit. Hein, c'est une tactique, c'est vrai, c'est une tactique. Hein, c'est le placement des joueurs par rapport aux autres, et cela indique leur champ d'action. Ben ça, j'en ai parlé un peu peut-être, je l'ai un peu frôlé au départ, puisque, comme vous le savez, hein, dans les clubs, vous avez des U18, et souvent, je peux donner l'exemple sur ça, puisque moi, je coach les seniors. Donc, souvent, il peut y avoir 2 à 3, 4 jeunes qui sont très bons. Il ne faut pas les garder avec, par exemple, les U18, je n'en pas tant. Parce que, après, ça peut être tentant. Moi, je suis coach sur des U18 ou même des U20. Souvent, quand un club n'a pas de U20, ben, tous les U20 vont automatiquement avec les seniors. Mais quand il y a des U18 qui sont les U18, les U18 compétissent, pour moi, ces jours-là, il faut les garder en U18. Mais supposons qu'il y a 1 ou 2 U18 qui sont très bons. À un moment donné, tout ce que nous devons éviter, nous, c'est l'ennui. L'ennui du joueur. Parce que le but, ce n'est pas ça. Et aussi sa progression. Tout à l'heure, nous allons parler de la progression.
Elle est importante la progression. Et à un moment donné, il est tellement meilleur que ses partenaires qu'à un moment donné, il faut l'envoyer avec les seniors. C'est vrai. Mais quand, à un moment donné, vous en avez 2-3 jeunes comme ça, et d'autres maintenant qui vont sur le premier année senior, parce qu'ils sont plus 18, la saison commence. Vous avez des joueurs seniors qui ont 25 ans, d'autres qui ont 22 ans, pour en répondre à votre question, et d'autres qui ont 18 ans, 17. Là, vous êtes face à un management intergénérationnel. Comme j'ai dit, parce que là, il va falloir gérer, avoir un équilibre entre la position, la vision ancrée des plus anciens. Mais effectivement, et des jeunes aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ils sont talentueux, mais ils viennent avec leur côté farfelu. Et ça, il faut savoir composer et mettre la mayonnaise que ça prenne pour que les anciens puissent se dire, on va se comporter en grand frère. Il y en a qui vont se comporter en oncle, parce que quand même, on voit des fois un senior qui a 30 ans et l'autre qui vient avec 18 ans. Donc des fois même, peut-être que tu as un enfant qui a son âge et que vous jouez ensemble. Je donne l'exemple patent. Regardez aujourd'hui tous les jours qu'il y a au Paris Saint-Germain. Mais je pense que concernant Mbappé aujourd'hui, tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont plus âgés que lui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais aujourd'hui, il compose. Parce que tout simplement, c'est vrai qu'il a eu une formation dans le petit club, là où il était, et tout, etc. Il faut aussi remercier, parce qu'il est bien aujourd'hui de dire ouais, le Paris Saint-Germain et d'autres équipes, mais il faut voir quand même le club qu'il a formé. Hein? Et pour ça, je pense qu'il y a eu un bon suivi et tout. Et à un moment donné, à 17 ans, il jouait déjà avec les seniors. Il gagne la Coupe du Monde. C'est pour dire qu'il faut remercier tous ces éducateurs et le suivi qu'il y a eu en équipe de France aussi, qu'il y a eu cette composition d'équilibre entre lui et certains qui étaient déjà ancrés en équipe de France. Donc c'est quelque chose que les éducateurs doivent gérer, parce que quand même, c'est pas de tout repos, hein, le management intergénérationnel, je vous le dis, c'est pas de tout repos, parce qu'il faut veiller à tout, raison pour laquelle je vais venir à votre question préalable par rapport à l'entraîneur moderne. L'entraîneur moderne ne peut pas seulement s'occuper des séances, c'est plus que ça. Il doit être un fin, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, un fin psychologue, quoi. Un fin psychologue capable de pouvoir détecter certaines choses et d'intervenir à bon escient. Les enfants, c'est l'avenir. Aujourd'hui, contrairement à avant, je pense que les éducateurs dans les clubs sont dotés de plus de matériel pédagogique pour pouvoir faire progresser les jeunes. Aujourd'hui, la formation des jeunes elle est tellement importante qu'il faut être très exigeant sur les éducateurs qui font découvrir le football aux enfants. Des fois, vous voyez un parent, peut-être les parents devraient comprendre cela, qu'ils n'ont aucune intervention technique à faire, même à la maison. Mais des fois, on peut entendre des choses, mais des fois aussi, il faut dire des choses qu'il y a des parents qui ont raison. Parce que des fois, d'entendre par exemple un U6, U8, ou 9, U10, ou 13, U14 qui découvrent l'entraînement, qui découvrent certaines séances et qui viennent avec la boule au ventre, se disant que ouais, quand je vais là-bas, mon coach n'arrête pas de crier, ça c'est révolu. C'est quelque chose qu'il faut proscrire. Ça n'existe plus. Raison pour laquelle la formation des jeunes, il faut être exigeant avec les éducateurs qui font découvrir le football aux enfants. Mais lors des stages, c'est ça, les stages à la Ligue, et surtout les formations internes. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que... Donc aujourd'hui, l'enfant, il est là, vous êtes son modèle. En fait, il doit vous écouter. Donc il faut pas rentrer dans sa tête pour rentrer dans sa tête. Mais il faut se mettre à son niveau. C'est pas pour rien que quand un enfant, il est là, vous êtes plus grand. Regardez Keita, on lui dit, Keita, aujourd'hui vous coachez les U16, quoi. Les U6 ou 8. Je vais à leur séance, moi je leur surplante. Ils sont là, ils me regardent comme ça. Non, c'est pas l'idéal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'accroupir. Je vais me mettre à leur niveau. Et là, ils vont comprendre. Les enfants sont très intelligents, les enfants, quel que soit leur âge. Ça veut dire que voilà, moi les seniors, je peux me permettre d'être debout, et même parfois, je fais exprès de m'accroupir pour qu'ils sachent que c'est comme si je me rabaissais sans me rabaisser. Mais c'est un manque de respect. Là, vous respectez les enfants. Les enfants, ils sont là, vous mettez à leur niveau. Ça veut dire qu'indirectement, vous leur dites que vous et moi, on est pareil. Vous rentrez dans leur monde. Mais automatiquement, qu'est-ce que l'enfant il fait? Mais l'enfant, il vous le rend bien. Hein? C'est comme si, quand je parle des U6, U8, des fois, vous voyez, par exemple, le ballon, il va là, et l'autre côté, et qu'est-ce qui se passe? Tous les petits, les U6, U8,
ils vont de ce côté à droite. Mais pensez-vous que c'est normal ou pas? Mais si, c'est normal. Pourquoi? Mais c'est l'effet de grappe. C'est l'effet de grappe. En senior, vous pouvez râler un peu, leur faire comprendre, mais vous faites quoi? Mais si le ballon il va à droite là-bas, les gamins, ils viennent à l'entraînement pour le cuire. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est l'effet de grappe, c'est les débutants. Ils vont tous suivre. Et mais si vous voyez un éducateur dehors qui crie Samba ou Gabriel, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Non, c'est l'effet de grappe. C'est comme si vous avez mis du miel, ils sont là et tous, ils veulent se l'approprier. Donc là, je pense qu'à cet âge, même jusqu'à même U9, U10, U11, ils n'ont pas cette culture tactique de l'occupation de l'espace. Donc ils vont tous vers le ballon. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire et laisser faire. Raison pour laquelle, comme j'ai dit, pour répondre à votre question, toujours j'en reviens aux éducateurs formés. Et si les éducateurs ils sont très bien formés, là je vous promets qu'au niveau de la formation des jeunes, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays du monde, les jeunes, parce que moi je me soucie des jeunes en France, mais je me soucie des jeunes aussi de par le monde. Je veux que tous les jeunes qui aspirent jouer au football puissent progresser par leur éducateur. Mais il n'en est pas question quand même de promettre à un jeune que tu vas devenir demain Mbappé, ou tu vas devenir Messi, ou tu vas devenir Ronaldo. Ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi? C'est d'amener le jeune à ce meilleur niveau. Bon, le jeune, il est encore jeune. Tu cherches à le faire progresser. Tu vas regarder chez lui certaines qualités que tu chercheras à améliorer. Vous voyez? Il faut toujours privilégier la préparation, l'échauffement avec ballon chez les jeunes. Toujours, 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 toujours. Toujours. Ça veut dire que à un moment donné, chez les seniors, comme on dit, les deux méthodes s'enrichissent mutuellement. C'est vrai. Moi, je donne mon exemple. Je suis très ballon. Les joueurs peuvent en témoigner. Je fais beaucoup d'échauffement avec ballon, mais il y a des jours où je fais une petite piqûre de rappel sur le travail sans ballon. Ça m'arrive. Pourquoi? Puisque le travail intégré, comme vous avez dit là, avec ballon, des fois, c'est très difficile parfois à quantifier. Si on parle de la véhément du genre, la vitesse maximale aérobie, quand vous voulez, par exemple, vous êtes dans une préparation estivale, et que, ou bien même hors de la préparation estivale, et que parfois, pendant 2-3 week-ends, peut-être vous êtes exempt, ou vous n'avez pas de match, à un moment donné, il faut des piqûres de rappel, pour rappeler un peu aux joueurs que le football moderne demande de l'impact et de l'intensité. Et parfois, si vous voulez créer des groupes de niveau, aujourd'hui, je trouve que c'est tellement obligatoire. Parce qu'on ne peut pas prendre, par exemple, Shérif, prendre tel. Moi, j'ai une véhément de 12 ou 13. On met à travailler avec quelqu'un qui a une véhément de 9. Oui, d'accord, on va faire de l'intensité, la puissance aérobie, on va voir Shérif que... Mais au fond, moi, peut-être que par rapport à lui, je n'ai pas travaillé, et lui, il a fait du surtravail. C'est pas bon. Il n'aura jamais progressé. Donc, il faut créer des groupes de niveau et pour pouvoir créer ce genre de travail où, à un moment donné, on va chercher à améliorer les uns et les autres. Mais je suis énormément pour le travail intégré avec ballon. Mais, sachez-le, je suis pour les piqûres de rappel, mais puisque, comme je le dis, c'est vachement difficile à quantifier le travail continu comme ça avec ballon. Et les deux méthodes s'enrichissent mutuellement. Moi, j'ai entendu des gens dire que, par exemple, je prends l'exemple du FC Barcelone, des gens disaient qu'à l'époque, Iniesta, les Xavi, les Busquets, ils ne couraient pas. C'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que, techniquement déjà, ils étaient avec l'école du FC Barcelone, on leur avait appris certaines notions. Mais derrière, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a 4 composantes de la performance. Nous avons la composante technique, la composante tactique, la composante athlétique et la composante mentale. Ces composantes vont ensemble. Donc, au niveau athlétique, ces joueurs que j'ai énumérés tout à l'heure, mais c'est des joueurs, des fois, vous les voyez, à l'époque, sur un terrain, mais il y avait un bon moment qui était pris pour eux, pour un travail spécifique sans ballon. C'est ça qui leur permettait de pouvoir se déplacer longtemps sans être fatigué, et de pouvoir, parce que comme j'ai dit, mutuellement, ça s'accorde, et derrière de pouvoir utiliser, parce que comme on dit, un corps qui est faible,
ben, il vous commande. Mais quand le corps il est fort, ben, il vous écoute. Il vous écoute. Donc, pour moi, je suis très, très à cheval sur le travail avec ballon. Mais il faut que le coach puisse comprendre qu'à un moment donné, il faut le travail sans ballon, c'est depuis que je le rappelle. Donc, c'est vraiment un faux débat. Un faux débat de vouloir opposer les deux méthodes. Mais, déjà, on dit performance égale potentiel moins les interférences. Vous voyez, donc pourquoi tout à l'heure j'en reviens au coach qui n'est plus un coach simple, tout court. Il est un management, il est comme un parent, il discute avec son joueur. Vous pouvez préparer un match très, 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 très bien, mais le préparer sur toutes ses formes, au niveau tactique et autres. Et vous êtes conscient du potentiel de vos joueurs. Hein? Vous êtes conscient du potentiel de vos joueurs, mais la problématique, il peut y avoir une certaine problématique. Est-ce que vous avez fait de telle sorte que les joueurs puissent gérer les interférences? Les interférences, c'est ce que les joueurs entendent de gauche à droite. Avant le match, supposons le Paris Saint-Germain joue contre Marseille. Mais les joueurs de Marseille, ils ne vont pas rester toute la semaine avec Tudor. Les joueurs du Paris Saint-Germain, ils ne vont pas rester tout le temps avec Galtier. Je peux donner aussi l'exemple de l'équipe du Sénégal. Il ne peut pas rester toujours avec le coach Cissé ou bien autre. Hein, il y a d'autres clubs. Mais ils ont leurs copains, ils ont leurs femmes, ils ont leurs trucs, tout ça. Et ça discute. Et puis, des fois, les interférences, c'est ce que vous entendez dans les oreilles, là, qui vous disent des choses. Et parfois, votre conscience va prendre tout ce qui est négatif. Et au lieu de penser tout ce que vous avez travaillé ensemble avec le coach, ben vous êtes dans le truc qu'on va le rentrer dedans. Mais le rentrer dedans, je ne suis pas sûr que ce soit un principe de jeu. Hein, je ne suis pas sûr. Donc, ce qui fait que, bon, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir des surprises parce que, comme j'ai dit, performance égale potentiel moins les interférences. Dès qu'il y a les interférences qui se mettent dedans, ben, ça peut gâter le projet, même de ce match. Tout ce qui a été préparé. Et ça, ce n'est pas valable seulement pour tel jour, c'est valable pour tous les jours du monde. Cette capacité à être conscient qu'il y a des interférences qui ne sont pas bien, qui sont dans ma tête, causées par tout ce que j'ai écouté avant le match, mais de pouvoir avoir cette force d'envoyer cette conscience négative vers l'inconscience. Vous voyez ce que je veux dire? L'inconscience, et l'inconscience qui prend en charge la négativité. Vous voyez? Et vous reprenez la conscience, mais avec de bonnes aspirations, ben, ce qui fait que derrière, ben, vous avez de la performance. Pourquoi? Mais parce que vous avez pu exprimer votre potentiel. Merci. Ben, ça, c'est une question, j'y répondrai avec beaucoup de fierté. C'est vrai que mon pays d'origine, en fait, c'est la Guinée. Mon pays d'origine, c'est la Guinée. On peut dire du Mali aussi, des parents du Mali. Je suis un Keita, c'est vrai. Donc, c'est vrai que je rêve dans les jours à venir ou les mois à venir de pouvoir quand même aller en Guinée ou au Mali. C'est un rêve pour moi parce que c'est vrai que je fais partie aussi de là-bas. Mais le Sénégal est mon pays natal. Le Sénégal, on peut dire que c'est mon premier pays, hein, parce que j'y suis né. J'y ai un peu grandi, je suis venu en France très jeune. Et la France est mon pays adoptif, on peut dire. Hein, le pays qui m'a vu arriver très jeune pour jouer au football, tout, etc. Donc, je parlerai du Sénégal. Le Sénégal, je dirais déjà je fais un petit coucou, hein, à tous les Sénégalais, que ce soit les spécialistes de football, ceux qui ne sont pas spécialistes, et les parents, mes frères, tout ça, les sœurs, mais tout le monde, sans oublier personne, les amis, j'oublie personne. Mais je parlerai du Sénégal, j'ai une certaine fierté. J'ai une certaine fierté. Pourquoi? Parce que la dernière Coupe d'Afrique qui a été gagnée par le Sénégal, parce que quand même, à chaque fois, on n'était pas loin. Mais le football, avec ses aléas, ses surprises, on a toujours décidé autrement. Ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'en Europe, mais j'ai vu plein de gens qui supportent le Sénégal. Moi, des fois, les gens, ils parlent du Sénégal. J'ai l'impression même qu'ils connaissent mieux le Sénégal que moi. Et ça, c'est une fierté d'être sénégalais. Hein. Donc, je suis vraiment très heureux. Et quand on a gagné la Coupe d'Afrique, pour moi, c'était une délivrance. C'était une délivrance. On a gagné la Coupe d'Afrique. Et voilà, c'était pas facile. Il fallait le faire. Et on l'a fait.
Et vraiment, j'étais très, très, très heureux. Et là, pour vous dire en parlant c'est un mérite aussi, des jours, c'est pas évident. Mais là où je parlerai de la vision du football sénégalais pour que ça puisse encore plus avancer, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est l'arbre qui cache un peu la forêt. Hein. Si disons qu'il y a un incendie, mais il y a un grand baobab, on ne veut pas l'incendie. Pour moi aujourd'hui, comme je l'ai dit ici en France et partout dans le monde, le Sénégalais est né footballeur. Il sait jouer au ballon. Après, derrière, il faut apporter des moyens. Et je pense que c'est ça que tout le monde crie partout, c'est d'avoir des infrastructures. Tout à l'heure, je vous ai parlé de projets de jeu. Le manque de moyens est flagrant. J'étais invité par une télé de la place, une en visio, et j'étais au Sénégal en vacances et que j'ai été invité aussi sur place. Et c'est des choses que je dis et que tout le monde dit. Ça veut dire que le manque de moyens est flagrant. Quand il y a des tournois mondiaux ou des tournois, en tout cas, qui génèrent énormément de sous, mais pour moi, derrière, c'est la FIFA de pouvoir investir ça sur ces nations, mais aussi, ça nous va aussi en parlant de nos dirigeants. Après, je ne critique pas le dirigeant. Moi, j'ai été invité sur un plateau où c'était les élections de la Fédération sénégalaise de football. Et j'étais à mi-chemin entre les deux parce que j'ai pas voulu, parce que je suis pas partisan de tel ou tel. Mais ce que je veux dire surtout, c'est aussi à nos dirigeants de pouvoir avoir une discussion claire. Je parle de tous les dirigeants africains, de pouvoir discuter avec, je pense, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et ses collaborateurs, de créer une réunion, quelque chose comme ça, mais pour pouvoir dire que le football africain a besoin de moins. Et voilà, ces moyens-là, il faut moi, quand je vais au Sénégal, par exemple, et que je vois des jeunes qui sont talentueux, même, parce que j'ai l'esprit d'ouverture, quand je vois même un jeune qui fait une séance, je m'arrête 2 minutes, 3 minutes pour regarder sa séance. Je regarde, hein, je suis là, je suis debout, je regarde, parce que j'ai l'esprit d'ouverture, parce que je dis, je peux lui voler quelque chose, ce jeune-là. Donc j'ai l'esprit d'ouverture. Mais en même temps, qu'est-ce que je me dis? Mais je regarde, je vois, je dis, mais attends, ces jeunes-là qui jouent sur le sable, des cailloux de partout. Et pourtant, tu les vois avec cette maîtrise technique. Je suis sûr qu'on a des jours ici qui sont très très bons, mais ils ne tiendront pas 2 minutes sur ces terrains-là. Même au niveau technique, ici on a de bons terrains. Regardez comment sont nos terrains d'entraînement. Donc, c'est une vraie problématique. Et surtout, on pense à ces jeunes en se disant, mais ce jeune qui arrive à jouer sur le sable, ce jeune qui arrive, il y a des cailloux partout, mais il arrive à faire contrôle, passe, prise de balle, enchaînement. Mais on se dit que si ce jeune-là, on lui offre une belle pelouse au genre synthé, mais ce jeune-là, il va tout éclabousser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, partant de là, je pense que... Mais quand même, il y a des efforts qui ont été consentis par d'autres clubs qui ont fait des synthés, qui ont fait des pelouses. Il y a de l'avancement, Mais je pense qu'il faut aller plus loin au niveau des infrastructures. Il faut aller très très loin. Oui, je donnerai l'exemple d'une équipe, le PP Mazembe, le TP Mazembe. C'est une équipe ou bien Al-Ahli en Égypte. Ces équipes-là, ils ont énormément de moyens. Moi, il y a un joueur, je ne me rappelle plus de son nom là, qui joue avec l'équipe nationale du Congo, je pense, et qui n'avait pas besoin de venir ici. Pourtant, il y avait les équipes qui l'avaient appelé. Ça ne peut pas passer au Sénégal comme ça, par exemple. Parce qu'au Sénégal, il faut le dire, je pense que je ne connais pas le salaire. La ligue est professionnelle, hein, mais je ne connais pas le salaire d'un joueur de football là-bas, parce que je n'avais pas discuté avec un qui me dit comment je touche ça. Mais je sais que le salaire sénégalais et le salaire français, par exemple, c'est différent. Il faut dire la vérité, il faut appeler le chat par son nom. Hein. Donc un joueur qui touche, je donne un exemple seulement, je ne sais pas si c'est ça, qui touche par exemple une maigre somme comme ça, mais vous l'appelez et qui voit qu'à la fin du mois, il a son compte qui est rempli et tout, etc. Rien que ça influence. Mais un joueur qui est par exemple au Sénégal et qui a une certaine somme d'argent, déjà, est-ce que lui, il n'aspirerait pas à rester en se disant, déjà, je gagne un équilibre. Je suis chez moi. Et je suis bien parce que je suis bien traité par mon club, parce que financièrement, je suis bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir de là, je pense que c'est une étude à faire, mais pour ça, je pense qu'il faut gagner, les clubs doivent gagner avec les sponsors,
Je ne sais pas si les clubs, je ne suis pas là-bas avec les clubs pour voir s'ils vont vers les sponsors, s'il y a une structuration en tant que telle pour pouvoir subvenir aux besoins de ces joueurs. Donc pour moi, les joueurs aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la majeure partie des joueurs sénégalais en tout cas, rêvent d'émigrer et de venir en Europe pour pouvoir tout simplement gagner, jouer. C'est leur passion, ils veulent de ça. Mais en même temps, les moyens ici en Europe ou autres, en tout cas au Brésil, je ne sais pas où, sont considérables et il y a une grosse différence. Donc, à partant de là, c'est vrai que. Mais aussi, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, je peux donner le nom d'un club au Sénégal et le nom, par exemple, je parle de Liverpool ou du Paris Saint-Germain. Bon, après, il y a aussi l'aspect gloire, l'aspect reconnaissance, l'aspect truc mondial. Parce que c'est vrai qu'un joueur qui joue au Paris Saint-Germain ou qui joue au Real Madrid et un joueur qui joue avec un club au Sénégal, c'est pas pareil. Bon, j'ai dit au préalable, je suis sénégalais. Je suis sénégalais et c'est vrai que je n'ai jamais, au départ, je n'ai jamais, ça n'a pas été un objectif de coacher l'équipe nationale du Sénégal. Après, c'est vrai que vous, en tant que journaliste, vous me posez cette question, mais il y a tellement de gens qu'on rentre sur Internet, des gens qui me connaissent et j'ai l'impression qu'on leur a déjà parlé de ça parce qu'ils m'appellent Chérif, l'équipe nationale du Sénégal, Chérif, l'équipe nationale. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit et je vais répondre pareil comme j'ai répondu aux autres, aujourd'hui, il y a un coach qui est en place. Il y a un coach qui est en place. Et ce coach qui est en place, je pense, comme j'ai dit, en tout cas, a amené le Sénégal au sacre. Vous êtes d'accord avec moi? Partant de là, pour moi, ce serait irrespectueux déjà de devoir lorgner quoi que ce soit ou de pouvoir répondre comme quoi, oui, si l'équipe nationale du Sénégal, ça veut dire que si je coachais une équipe nationale de notre pays, je dirais pourquoi pas. Mais étant sénégalais, je pense que si vous êtes contacté par les Sénégalais, c'est une fierté. La fierté, peut-être à un moment donné, ça n'a rien à voir avec le football. C'est de dire que c'est mon pays quand même qui fait appel à moi. Il y a c'est une sorte de jouissance qui est là, c'est sûr. Mais autre part, ça veut dire, comme j'ai dit, on ne sait jamais dans le football. Après, c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure d'infrastructures, de moyens et tout. Aujourd'hui, est-ce que si le Sénégal appelait Chérif pour aller coacher l'équipe nationale du Sénégal, est-ce que je dois y aller tête baissée parce que je suis sénégalais ou parce que est-ce que je dois aussi faire attention aux objectifs de moyens? Parce que souvent, c'est les objectifs de moyens qui apportent les objectifs de résultats. Et là, souvent, ce que les gens ne savent pas, quand souvent vous êtes proposé, même en club, hein, vous avez une discussion. Le projet, c'est quoi? Est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça? Les moyens. Après, il y a d'autres choses qui rentrent peut-être en dernier lieu, tout ce qui concerne l'histoire de salaire et tout. Mais vous voulez voir d'abord, est-ce que vous, par rapport à ce que vous avez donné, je parle de moyens, les moyens qui vous seront donnés, est-ce que vous serez capable d'amener l'équipe à un certain niveau? En plus que l'équipe du Sénégal est arrivée à un certain niveau aujourd'hui, ils sont restés longtemps première en Afrique au niveau du classement. Je vois là l'équipe locale, la CHAN, qui vient de gagner la CHAN. Je vois que là, les U20 sont en demi-finale. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le 5 mars. Hein. Je souhaite que cette demi-finale soit gagnée et que les U20 puissent gagner cette coupe. Mais ce que je peux dire, ça veut dire aujourd'hui, je suis très heureux de voir le Sénégal, l'équipe nationale évoluer ainsi. Et s'il faut demain participer à l'essor de l'équipe du Sénégal, je pense que ce sera une fierté. Ce sera une fierté. Je suis sénégalais avant tout. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Il y a un coach qui est en place. Hein, il faut laisser le coach travailler, comme je dis, sans interférence. Hein, lui donner les moyens de pouvoir réussir, parce qu'apparemment, je pense qu'il va encore remplir pour la prochaine Coupe d'Afrique. Hein. Donc, il a aussi qualifié l'équipe quand même à 2 reprises à la Coupe du Monde. Hein. Donc, je pense qu'il faut l'aider. Et puis, voilà, comme on dit, reine éternel. Hein. C'est sûr qu'un jour, il partira. C'est pas parce qu'il partira que ce Chérif qui viendra, ou Pierre-Paul Jacques, non du tout. Mais surtout, comme j'ai dit tout à l'heure,
tout ça, c'est des formations, c'est l'expérience, tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, la personne a réussi là, est-ce que je peux réussir aussi là-bas si j'y vais? Ça, c'est une question à se poser. La personne n'a pas réussi là, est-ce que je vais réussir? Mais il faut savoir, comme je l'ai dit, je l'ai répété, le football est vraiment quelque chose d'irrationnel. Et il faut toujours se poser les bonnes questions. Et moi, je tiens à me poser les bonnes questions. Je suis sénégalais, je suis fier de l'être. Je le clame haut fort. De même que la France. La France, quand je coach ici en club, je suis heureux parce que je suis partagé entre ces deux pays. J'y suis né au Sénégal et j'ai grandi dans ces pays qui m'a vraiment, comme on dit, adopté et tout. Donc, un jour, je pense que même de participer au plateau, déjà c'est quelque chose, au plateau sénégalais, quand je suis en vacances ou en visio ici, en direct, pour parler avec eux de ma vision. Pour moi, c'est un bonheur. Maintenant, concernant la formation, là aussi je reviendrai sur ça. Il ne faut pas se fatiguer à former les éducateurs au Sénégal. Il faut les former parce qu'ils ont la volonté. Des fois, vous vous approchez vers un éducateur qui est en train de faire de bonnes séances. Donc, ça veut dire que ce gars, il a joué au football. Il a la connaissance. Mais il faut savoir que jouer au football, être footballeur avant et coacher, c'est différent. Parce que ce qu'on montre aux jeunes ou aux joueurs, c'est ce qu'on a ressenti quand on jouait et des exemples qu'on a pris de son entraîneur. Mais ce n'est pas ce qu'on enseigne en général. Donc pour ces gens-là aussi, il faut que la direction technique, c'est eux qui s'en occupent, la direction technique, qui s'occupe des formations des éducateurs au Sénégal, parce que je suis sûr qu'ils ont de la volonté. Quand vous voyez à 40-45 degrés, aujourd'hui nous avons un temps, je veux dire, printanier, presque estival. Il y a du soleil. Ces temps-ci, il faisait tellement froid. Moi, je suis heureux de ce temps aujourd'hui. Mais au Sénégal, la majeure partie du temps, il fait très chaud. Mais quand vous voyez sur des terrains vraiment sablonneux, plein de choses, et que vous voyez des éducateurs à 45 degrés, ils sont là tout en sueur, ils méritent d'être formés. Et ces gens-là, il faut les former. Alors pour la formation, j'insisterai toujours sur la formation des éducateurs au Sénégal, parce que s'ils sont formés, derrière, il n'y a même pas à chercher des midi à 14h, c'est la progression des jeunes. Il n'y a pas de... Le projet de jeu, il faut savoir que le projet de jeu s'adapte aux caractéristiques des joueurs que vous avez. Les caractéristiques des joueurs, c'est ça qui fait un projet de jeu. On ne peut pas venir seulement et dire, moi, je jouais de l'autre côté en 3-5-2, là je vais jouer en 3-5-2, mais parce que je le veux. Mais tout le monde sait que le 3-5-2, il faut 2 pistons avec une grosse véhément capable d'avaler le couloir. C'est quoi le 3-5-2? Je renforce, je densifie la défense centrale et je crée le surnom au milieu. Pourquoi le surnom au milieu? Parce que tout simplement, il y a les deux qui sont aussi des milieux latéraux. Les deux qui sont dans les couloirs. Donc, à partant de là, des fois, il y en a qui se trompent, j'ai réussi ça là, je vais là. Mais le projet de jeu, comme j'ai dit, ça veut dire que quand on regarde un joueur, il a eu des moments de réussite dans sa singularité. Mais est-ce que le coach, quand il parle de projet, il veut amener par exemple Jean, je le mets dans l'équipe et je lui dis joue comme tu veux. Oui, il jouera comme il veut. Des fois, il va avoir peut-être des moments de réussite par le passé. Mais cette singularité qui fait que le joueur parfois, le coach m'a demandé ça, donc nécessite qu'aujourd'hui, le coach puisse mettre en place des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi? C'est le projet de jeu. Le projet de jeu, c'est quoi? C'est faire de telle sorte que les joueurs lisent la situation qui leur est proposée et y apportent de manière identique et y apporter une réponse unique. C'est ça. Ça veut dire que les joueurs, ils ont les mêmes œillères. Ils ont des œillères, d'accord, mais ils voient la même chose. Si vous avez un joueur, par exemple, qui a des œillères appelées 1, l'autre appelé 2, l'autre appelé 3, ça ne marche pas. Ça veut dire, comme on dit, c'est une tactique. La tactique, c'est quoi? Ça consiste à avoir une unité de pensée et de perception. Mais cette perception devance tout ça, devance la cohérence dans l'action collective. Ça, c'est d'où l'importance pour le coach de mettre en place quelque chose qui est cohérente, mais lui, il l'a conceptualisé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décline ça aux joueurs. Il leur communique cela. Il leur donne des explications. Et maintenant, responsabilité aux joueurs d'être sur le terrain et de transcrire cela sur le rectangle vert.
C'est surtout ça. Donc le projet de jeu, c'est quelque chose qui est indispensable. Mais comme je l'ai dit auparavant, le projet de jeu, c'est une philosophie. Chaque entraîneur a le droit de dire que moi, je joue en bloc bas. L'autre qui dit je joue en bloc médian. L'autre qui dit je joue en bloc haut. Comme j'ai dit, toutes les convictions sont bonnes. Après, il faut surtout savoir que le projet de jeu s'adapte aux caractéristiques de ces joueurs. Donc, partant de là, ben voilà, je peux vous faire une liste non exhaustive des coachs. Hein. Vous avez un coach qu'on appelle l'esthète. L'esthète, je peux vous expliquer, mais je ne vais pas élaborer c'est quoi l'esthète. Je peux vous donner le coach idéaliste, je vais donner le coach aventurier, le coach opportuniste, et je peux vous donner cinquième, le coach qui est prudent. Je peux vous en donner mille et une coachs. Donc nous avons tous nos différences. Mais est-ce que c'est la science de shérif qui est la bonne? Il n'est pas dit. Non. Ça veut dire que je parle encore de l'irrationalité du football. Donc ce qui fait que pour moi, un projet de jeu, ben, le coach, toi tu joues en bloc haut, tu viens voir un match, le coach il joue en bloc bas, mais il sait pourquoi il joue en bloc bas. Certainement c'est par rapport au profil de ces joueurs. Comme j'ai dit auparavant, pour mettre un projet de jeu, il faut voir quel terrain tu as, il faut regarder la culture de la région, leur façon de jouer, comment ils aiment jouer, le profil du groupe, la capacité des joueurs. Et à partant de là, ben maintenant, on se dit, ben, je vais aller chercher l'adversaire pour faire un pressing. Mais est-ce que pour faire un pressing, est-ce que j'ai des joueurs véloces, rapides? Il faut être rapide, hein, la vélocité pour des joueurs qui vont faire du pressing. Et si je veux jouer en bloc bas, est-ce que j'ai des joueurs endurants? Est-ce que j'ai des joueurs rapides et endurants? Là, on parle d'endurance en bloc bas. On ne parle plus de vélocité. Vous voyez, donc, pour moi, le projet de jeu est truc, mais sachez que le projet de jeu n'enferme pas toutes les solutions et n'apporte pas toutes les réponses. Pour moi, mieux vaut aller récupérer le ballon à 10 mètres que de faire 50 mètres en arrière pour récupérer le ballon. Et quand j'ai posé la question aux joueurs, automatiquement, ils ont compris ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, ils l'assument bien. Je peux vous dire que sur le match qui est passé il y a à peu près 2 semaines, ben, on a marqué sur un pressing parce que la récupération, c'est défendre en avançant. Le plus près, il cadre le porteur de balle et les autres sont en couverture. On crée une densité axiale et parfois même le faisant exprès parce que la ligne de touche, c'est notre partenaire. On envoie l'adversaire vers la ligne de touche et là, on va créer là-bas une certaine densité et parfois même, on peut perdre le ballon là-bas et il y a 2-3 joueurs. Les joueurs, le premier, il cadre, mais on va faire comme un assaillim d'abeilles qui s'abat sur l'adversaire, mais ça ne dépasse pas 6 secondes. Donc, c'est des principes de jeu qui, pour moi, au lieu d'attendre l'adversaire, parce que quoi, vous laissez l'adversaire avoir le ballon, trouver dans le sens du jeu, il n'est pas cadré, mais quand l'adversaire n'est pas cadré, mais qu'est-ce qu'il fait? L'adversaire, il prend le ballon, il passe dans les intervalles et vous fatiguez pour rien. Donc, il faut aller chercher l'adversaire, c'est ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, moi, si je joue le pressing, c'est parce que j'ai les joueurs pour. Moi, si aujourd'hui, je n'avais pas les joueurs pour, je jouerais certainement en bloc médian, en bloc bas, je ne sais pas. Mais si je joue aujourd'hui, il y a 2 semaines, on a marqué sur un pressing. Hier, on a marqué sur un pressing. C'est sur un pressing de Arthur qui presse. Joao est venu fermer. Et l'autre défenseur qui était là-bas, ben, il avait une crise d'espace et de temps pour lui. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis à son gardien. Et Étienne Lumbolo, qui était de l'autre côté, qui est ailier, avait déjà fermé l'espace, mais il ne l'a pas vu lui. Mais parce qu'il y avait une densité. Et là, Étienne a marqué. Donc, si vous voulez, c'est le défenseur qui a fait une passe D à l'attaquant à mon genre. Vous voyez? Donc, je suis adepte du pressing. En tout cas, du pressing, mais du pressing réfléchi. Hein. Ça veut dire qu'il faut presser. Il faut presser l'adversaire. Aller le chercher dans sa zone de confort. Sa zone de confort, c'est après sa surface de réparation. Mais il faut aussi la gestion de la profondeur. Et pour ça aussi, ça va de pair. Il faut travailler cela. Aller au pressing, mais en même temps, créer une densité axiale, que l'équipe soit contact, réduire les espaces entre les lignes et les intervalles. J'adore cette notion d'espace parce qu'il faut savoir une chose, le football est une question d'espace et de temps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont talentueux, mais qui n'ont pas le temps sur le terrain d'exprimer leur qualité. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, ils ne lisent pas.
ils ne lisent pas le match. Ils ont envie d'avoir le ballon, mais souvent, ils s'engouffrent dans la densité, alors qu'aujourd'hui, depuis l'avènement Iniesta, l'avènement Xavi et tout, les gens regardaient et se disent comment ils faisaient. Mais si vous avez regardé ces deux-là, joueurs-là, je ne me rappelle pas les avoir vus prendre le ballon et venir dribbler au milieu de terrain. Mais souvent, ils utilisaient l'espace, ce qu'on appelle les half space, les demi-space. Donc, c'est quelque chose qui se travaille, c'est les principes. C'est vrai que j'ai fait mal à la tête à mes joueurs, moi. Je leur fais mal à la tête. C'est vrai que des fois même, j'en rigole. Mais ils voient le résultat. Pourquoi? Parce que cette capacité à jouer derrière la ligne de pression adverse, cette capacité à ressortir le ballon proprement. Depuis maintenant presque 2 ans et demi, on nous donne l'occasion maintenant de pouvoir ressortir le ballon à partir des 16,50 m et qu'on n'est pas dans l'obligation que le ballon sorte carrément. Donc de là, le gardien de but, les deux défenseurs centraux et les deux défenseurs latéraux peuvent jouer ensemble. Mais quand même là, il faut le travailler. Vous avez des sorties de balles après ces trois, cette capacité à fixer l'adversaire sur le côté pour renverser ses côtés opposés, cette capacité à ce que les deux latéraux ou bien un des milieux soient dans un positionnement asymétrique, c'est coordonné pour pouvoir coordonner les trucs au côté de la première ligne et avoir des voies de dépassement. Ça veut dire qu'on coordonne positionnement asymétrique pour avoir des... donc trouver les joueurs au niveau de la périphérie. Donc tout ça, c'est des principes de jeu qu'il faut travailler à l'entraînement. Mais je suis à fond, je suis très, très, très sur les notions d'espace et de temps. Parce que le football, quand tu as le ballon, qu'est-ce que tu veux? Tu cherches plus de temps, et plus de temps, c'est plus d'espace. Donc, pour asseoir ton jeu, tu as besoin d'espace. Mais pour avoir de l'espace, il faut du temps. En parallèle, si on perd le ballon, pour que l'équipe adverse ne puisse pas jouer comme il veut, il faut réduire l'espace. Très très bien, la lecture du jeu est partout. Il faut toujours la lecture du jeu, la lecture. Je dis aux joueurs, quand un match commence, pendant 5 minutes, si vous regardez, vous pouvez connaître la dynamique adverse pour la contourner. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le cerveau, tout part du cerveau. Le jeu dans la verticalité. Des fois, les joueurs, ils ne peuvent pas imaginer que la passe en arrière, là, par exemple, je fais la passe en arrière, c'est la meilleure passe pour pouvoir trouver le joueur vers l'avant. Parfois, ils veulent y aller. Mais des fois, la passe à l'arrière, par exemple, j'ai ma sentinelle, je lui donne le ballon. Donc, le cerveau, tout ça part du cerveau, le jeu dans la verticalité. Donc, le cerveau doit être, utilisé. C'est un muscle. Il faut considérer que le cerveau, c'est un muscle. Mais énormément. Et je trouve que là, en ce moment, nous n'en sommes qu'au balbutiement. Quand je dis nous n'en sommes qu'au balbutiement, la prise d'information, moi, je travaille ça beaucoup. Mais tous les jours, j'ai mal à la tête parce que je me dis, il reste ça, vous voyez. Donc, nous n'en sommes qu'au balbutiement. Donc, il faut travailler ces choses-là. Et comme je dis, et apprendre aux joueurs de réfléchir encore. Le cerveau est un muscle qui sert à traiter et à emmagasiner les informations simultanées et à voir et à recevoir et à traiter tout ça avant de recevoir le ballon. Ça veut dire qu'avant de recevoir le ballon, il y a déjà une prise de décision. Le joueur doit savoir quoi faire du ballon avant de le recevoir. Et ça, c'est une importance capitale. Le joueur doit savoir quoi faire du ballon avant de le recevoir. La prise d'information est partout. Et c'est la somme des prises d'information, qui fait que les joueurs arrivent au but. Je vous dis par exemple le fait qu'avant on entendait parler du football total. Mais le football total, c'est quoi? Aujourd'hui, on peut essayer de comparer le football qu'on met en place aujourd'hui par rapport à un autre paradigme. Mais c'est pareil. Là, aujourd'hui, on vous parle de sortie de balle. Aujourd'hui, moi, ça peut me faire mal à la tête de voir que mon gardien de but, par exemple, il va dégager le ballon chaque fois. Mais à un moment donné, je leur ai dit, peut-être les joueurs, ils en rigolent. J'ai dit, mais partout, les spectateurs, à un moment donné, ils sont venus voir du football, mais à un moment donné, ils vont avoir du torticolis, quoi. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, les sorties de balle doivent être propres. Et du moment que les sorties de balle sont propres, en ce moment, il n'y a rien à dire. Donc, disons, et puis je leur montre un truc tout simple, hein, le gagné de but. Vous avez le receveur immédiat. Ça peut être un défenseur central, ça peut être le numéro 6. Vous avez le receveur médian, ça peut être le numéro 10 ou le relayeur. Vous avez le fixateur, celui qui fait du jeu sans ballon, le jeu en mouvement. Le jeu sans ballon, mais le mouvement d'abord. C'est l'intelligence en mouvement. Ce gars qui se déplace pour fixer.
et le compensateur. Le compensateur peut être, quand on a le ballon, ben, celui qui s'éloigne de l'autre côté, ben, qui peut à un moment donné qu'on fixe sur lui. Ben, le compensateur peut être celui qui calcule, parce qu'aujourd'hui, disons que le meilleur joueur, c'est celui qui anticipe la perte du ballon alors que nous avons toujours le ballon. Mais il l'anticipe. Et celui aussi qui anticipe la perte du ballon adverse, comme j'ai dit, pour se dire que quand on a récupéré le ballon, je ferai ça. Vous voyez? Donc ce joueur a un temps d'avance. Donc j'en reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la lecture du jeu. La lecture du jeu, ben, quand on dit plus d'informations, il y en a quand on le dit plus d'informations. Ah oui, plus d'informations. Mais là, vous avez utilisé un mot aussi, c'est pareil. La lecture du jeu, et je pense que les joueurs, à la majorité du temps, ils connaissent ce truc-là, la lecture du jeu. Quand on dit la prise d'information, plus d'informations sur quoi? Non, il faut plus d'informations, une prise d'information, scanner l'environnement, hein, vos positionnements doivent être coordonnés, hein, et comme j'ai parlé tout à l'heure d'un positionnement asymétrique. Si par exemple là, comme vous êtes là, moi je suis là, et qu'il y a un joueur qui est là, ben, je n'aurai jamais le ballon. Il est face à moi. Mais si je me déplace là, je suis dans un positionnement asymétrique. Et ça permettra de pouvoir jouer avec les joueurs qui sont sur la même ligne que moi et pouvoir atteindre les joueurs à la périphérie qui puissent jouer ensemble. Vous voyez? Donc c'est d'une importance capitale la notion d'espace. Le football, c'est une question d'espace et de temps. Et là, j'en finirai en disant de nombre aussi, on peut le rajouter. Pourquoi? Mais parce que parfois, ben, on peut créer une supériorité numérique à 3 contre 1 pour récupérer le ballon. On peut créer une supériorité numérique à 3 contre 2 pour sortir le ballon. Mais aussi, là, je parlerai par exemple sur le notion d'espace, je vais vers le jeu de position où on peut être à 1 contre 2 joueurs et on sort le ballon. 1, 2 joueurs. Mais c'est parce qu'on s'est positionné de telle façon que les 2 joueurs n'auront pas la possibilité de récupérer le ballon. On peut être à 3 contre 2, on ne sort pas le ballon parce que les joueurs sont mal positionnés. Vous voyez, donc, raison pour laquelle j'ai répondu à cette notion d'espace et temps qui, pour moi, est vraiment quelque chose d'important dans le football moderne et de voir que les joueurs, par exemple, je vois bien qu'on me dise les joueurs de Man City ou du FC Barcelone ou du Real de Madrid, mais il faut savoir que c'est des répétitions à longueur de temps et voilà, ils arrivent à le faire et tous les joueurs sont intelligents. Les joueurs, ils sont intelligents, les joueurs, c'est des êtres intelligents et pensants, mais c'est vrai que il faut faire travailler leur cerveau. Et tout part du cerveau. Je l'ai dit, je l'ai répété. Et puis voilà, bon, je vois ça ainsi. Et je ne me fatiguerai et ne me lasserai jamais à montrer à ces joueurs que ben, tout ce que les autres font, ben, vous savez le faire. Et effectivement, ouais, ben, c'est vrai que ça, c'est souvent un problème qui est récurrent. Parce que c'est vrai que quand on regarde, même ici en Europe, hein, c'est vrai que, bon, après, les gens, ils sont libres de dire ce qu'ils disent. Hein. Bon, ça veut dire que euh, euh, on ne peut pas faire l'unanimité. Il faut déjà partir de là. Mais bon, après, de ma vision d'entraîneur, c'est vrai qu'au Sénégal, la majeure partie des anciens footballeurs, ou même, je veux dire, de gens qui n'ont jamais joué, mais qui sont des passionnés, connaissent le football. Et comme j'ai dit, ben, vous pouvez demander aux 16 millions de Sénégalais l'équipe à mettre pour la Coupe d'Afrique. Chacun aura son classement. C'est sûr. Chacun aura sa vision et sa philosophie de football. Après, c'est vrai que beaucoup de gens qui sont ici, qui ne sont même pas sénégalais, bon, des fois, me posent la question de savoir comment ça se fait que tel jour joue à Liverpool comme ça ou joue à Naples comme ça, bon, parlant de Koulibaly qui est à Chelsea ou d'autres, et qu'au Sénégal, ils sont méconnaissables. Hein. Donc, partant de là, et le projet de jeu, que bon, souvent ce qui est décrié, c'est que l'équipe nationale du Sénégal ne joue pas. Hein. On ne voit pas énormément un projet de jeu où le Sénégal impose son football, hein, etc., etc. Bon, moi, quand les gens ils disent ça, c'est à partir d'ici et partir du Sénégal aussi, des gens qui sont au Sénégal des fois, que tu peux avoir au téléphone ou qui t'appellent pour te dire c'est cela. Après, ce que je veux dire, j'irai un peu vers une compréhension de ces gens. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, ben, il faut un esprit de vertu dans le football. Je pense qu'ils disent ça par rapport aux joueurs, au potentiel de joueurs sénégalais. Et avec ce potentiel, ils pensent qu'ils peuvent avoir un meilleur football.
Un football léché, un football où on sent que ça sort en conservation du ballon, la conservation, la progression, le déséquilibre, fixé dans une zone, jouer dans une autre, etc., etc. Mais du jeu, du jeu. Après, pour moi, ils peuvent être dans leur raison. Et puis c'est tentant. Je pense qu'aujourd'hui, bon, mieux vaut être coach du FC Barcelone, être supporter du FC Barcelone, ou être supporter du Real Madrid ou de Man City, que d'être supporter peut-être d'une équipe où les spectateurs ils viennent jouer et que ça ne joue pas au football. Après, je vous dis que moi je ne suis pas rentré dans les vestiaires de M. Cissé pour savoir ce qui a été dit. Je ne sais pas pourquoi il joue comme ça. Il a ses raisons. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que c'est décrié. Ça, je pense que même lui, il le sait. Après, moi, de ma position d'entraîneur, ma déontologie et l'éthique même ne me permet pas de pouvoir décrier. Moi, je suis là, je regarde, j'analyse et je me pose la question de savoir pourquoi. Ça me ramène toujours au coach. Pourquoi il joue comme ça? Il a ses raisons, parce que peut-être ceci et cela. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vous ai énuméré les coachs. Les coachs, ben, ils sont leur singularité, mais avec tous, avec des convictions, mais avec tous des convictions par-ci, par-là, mais avec un dénominateur commun, la recherche de la victoire. Ces dénominateurs, ben, tous cherchent la victoire, mais ils le cherchent différemment, ces dénominateurs communs-là. Voilà, donc pour moi, partant de là, ben, il y a des critiques qu'on peut accepter. Après, l'essentiel, c'est que lui, il a ses convictions, il a ses aspirations profondes par rapport à sa sensibilité. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont là pour ça, la direction technique, et d'autres qui pourraient se dire que, par exemple, le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique. Là, mais est-ce que pour regagner cette Coupe d'Afrique, pour garder le trophée, il ne va pas falloir innover? Est-ce que si le Sénégal amène encore le même football qu'il avait, est-ce qu'entre-temps, parce que quand même tout est visionné aujourd'hui, les coachs ils regardent. Moi aujourd'hui, quand j'arrive à voir une équipe jouer 2, 3, 4, 5, ils jouent, mais je ne dis pas quand je jouerai contre lui, je vais gagner, mais je mettrai une tactique en place qui fait que ben, je pense qu'ils seront emmerdés. Raison pour laquelle on le dit, ben, un chat devrait avoir plusieurs trous. Un chat ou une souris. Parce que supposons une souris qui a un seul trou, mais si les détracteurs vous suivent, ben, je pense que vous serez facile à choper. Donc pour moi, une souris, pour échapper à ces détracteurs, devrait avoir plusieurs trous. Donc ne pas avoir seulement un seul fond de jeu, mais des alternatives qui font que, voilà. Mais peut-être que les Sénégalais, bon, il y en a qui ont peur de ça, la prochaine Coupe d'Afrique, si le Sénégal amène le même football, est-ce que les autres n'ont pas préparé les choses qui font que c'est pas pour rien que la majeure partie des équipes qui gagnent la Coupe du Monde, la majeure partie sont éliminées au premier tour et ouais, nous vont au bout. Ce que la France a fait là, c'est très rare. On a vu précédemment ce qui s'est passé. Donc à partir de là, ben, parce que l'entraîneur peut-être est resté sur ses lauriers, n'a pas travaillé d'autres principes, ben, les autres pendant ce temps ont travaillé et ont su comment te jouer et sont venus te bloquer. Les joueurs, c'est les êtres intelligents et pensants, mais ils ont toujours besoin du coach pour se renouveler, pour se remettre en cause. Comme on dit, le football, c'est un sport avant d'être une discipline. Et d'où la nécessité de ne pas rester dans son microcosme et de pouvoir aller puiser aussi dans d'autres, même dans le basket, dans le handball. Moi, je m'inspire beaucoup du basket concernant la défense en zone, etc. Je me remets toujours en question. Après, je n'ai pas dit que Moussa Cissé ne se remet pas en question. Attention, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, il a les résultats pour lui. Quoi qu'on puisse dire. Hein, on vient de la Coupe du Monde là, et le Sénégal n'a pas été ridicule. Mais ce que je veux dire, sur le fait que le jeu proposé est décrié, les Sénégalais ont leurs droits. Hein, ça, on ne peut pas leur enlever parce que c'est ça, chacun a sa vision. Mais je pense qu'ils peuvent avoir raison d'un côté parce que c'est vrai que par rapport au potentiel de joueur, il peut y avoir un meilleur jeu qui est proposé. Mais toujours, ça nous ramènera à M. Cissé en disant que c'est lui le coach, il a ses collaborateurs et c'est lui qui sait que pourquoi il met ce jeu en place qui n'est pas un jeu flamboyant, mais quand même derrière qui arrive à avoir des victoires. Après, les uns vous diront que l'important c'est la victoire. Hein, c'est le dénominateur commun de tous les coachs. C'est le dénominateur. Et d'autres vous diront, on veut gagner, c'est bien,
mais quand même le potentiel de joueur qu'on a, on veut voir du jeu. Donc voilà, donc ça restera un éternel ping-pong entre ceux qui veulent que la victoire, les opportunistes, et d'autres qui veulent la victoire, mais avec un jeu beaucoup plus prépondérant, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai on peut parler des autres équipes nationales qui ont perdu certains joueurs qui devaient venir en Coupe du Monde et c'est regrettable pour ces nations. Concernant, mais pourquoi pour Sadio Mané et Benzema, ça a été beaucoup plus vu, mais parce que c'était les deux premiers au Ballon d'Or. Ça a été vraiment, ça a été une tristesse immense pour le peuple sénégalais. Pourquoi ça a été une tristesse? Parce que le joueur, il est deuxième au Ballon d'Or et tout, et puis il arrive, tu dis qu'on est à 2 mois de la Coupe du Monde, et comme par hasard, il ne s'est pas blessé auparavant, il y a 6 mois, et là, il se blesse là. Bon, c'était genre karma, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout, les questions. Mais surtout pour le coach, puisque pour un coach, ça rumine, on te pose des questions. C'est pas parce que les joueurs qui sont sur le banc, ils sont pas bons. On a vu, ils sont bien débrouillés, mais ça leur fait repenser l'équipe, hein, et ça c'est important. Hein. Tu repenses l'équipe et est-ce que le joueur qui va remplacer Sadio, il est bon, bien sûr, sinon il ne serait pas en équipe nationale. Mais est-ce que sur les principes de jeu, on en revient au début, sur les principes de jeu, est-ce que les principes de jeu qu'il avait installés avec Sadio Mané, est-ce que les automatismes entre ça, Sadio Mané ou Boulaïdia ou notre avant-centre, avec le milieu de terrain et tout, est-ce que là, il aura assez de temps pour pouvoir mettre ça en place et tout, etc. Je ne suis pas sûr. Et pour un coach, c'est très, 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 très difficile. Hein, parce que là, il ne te reste pas beaucoup de temps. Tu avais l'habitude avec Sadio, il faut mettre quelqu'un d'autre, comme on dit. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'empiler les attaquants. Empiler les attaquants peut s'avérer inoffensif, voire contre-productif. Empiler les attaquants, tu peux mettre les 3 meilleurs attaquants du monde. On a vu ce qui s'est passé en Coupe du Monde avec Trezeguet en Italie qui avait mis le feu. Il y avait Henry, meilleur buteur avec Arsenal. Mais là, c'est très très bien parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui nourrit quand même des réflexions. Est-ce que Neymar, Messi et Mbappé, ça va ensemble? À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut se dire? Les gens, il y en a qui disent, est-ce qu'il ne va pas falloir laisser Neymar partir et rester avec Messi? Si on reste sur le dernier match contre Marseille, on se dira qu'il y aura plus d'équilibre parce que les autres vont charbonner. Messi va charbonner Mbappé, mais moins, et peut-être il y aura moins de trucs. Quand on réfléchit à tout ça, effectivement, il faut un certain équilibre. Parce que quand on recrute, c'est mathématique, on se trompe souvent. Mieux vaut avoir une équipe avec 2-3 artistes, pourquoi pas? Les artistes, il n'y a pas de souci, même en défense centrale peut être un artiste. Mais l'équilibre d'une équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, le PSG est en proie à ça. Il faut que le PSG ait son équilibre. En Ligue 1, il a son équilibre parce que bon, il peut être surpris par telle ou telle équipe. Mais la problématique, c'est en Ligue des Champions. Donc là, partant de là, je pense que l'absence de Sadio Mané, je pense que ça a beaucoup aussi joué. Après, ça ne va pas dire que si Sadio Mané était là, le Sénégal allait battre les Pays-Bas. Hein. Ça veut dire que le Sénégal allait battre quand même l'Angleterre. Parce qu'il faut reconnaître la chose, l'Angleterre, c'était un cran au-dessus. Hein, ça, il faut le dire, hein, c'est un cran dessus parce que quand vous voyez des joueurs comme Saka, des joueurs comme Phil Foden, comme vous voyez comment il s'appelle, l'avant-centre de Tottenham, tout ça là, Harry Kane, et vous voyez les autres, ils compétissent tous. Il y a une grosse équipe. Ils ont malmené à un moment donné l'équipe de France. Hein, qui a dû, parce que bon, la France aussi, bon, c'est une grande équipe, mais il faut savoir que je pense que même l'équipe d'Angleterre, si l'équipe d'Angleterre n'avait pas rencontré la France, je pense que l'équipe d'Angleterre avait les moyens d'aller en finale. Donc il faut voir que l'absence de Sadio Mané, ça n'a rien à voir avec la défaite contre l'Angleterre, certes, mais c'était mieux de l'avoir quand même pour l'entraîneur par rapport à tout ce qu'il a travaillé depuis des mois et des mois. Parce que là, il fallait revoir, comme j'ai dit, mais après, voilà, concernant Benzema, bon, là, c'est un peu plus truc parce que Benzema, il est venu, il est ballon d'or, il a fait, surtout au niveau de la Ligue des Champions, il a fait tellement de belles choses. Et là, on s'est dit que, non, Benzema, Mbappé devant. Je pense que les deux voulaient jouer ensemble, on voyait qu'il y avait une certaine désotisme. Mais c'est vrai que, coup de tonnerre, tac, 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 il est blessé. Bon, après, on entend les langues qui se délient. Il n'était pas blessé, ou bien il était blessé, mais les médecins de l'équipe de France voulaient qu'il parte.
Les messieurs du Real Madrid ont dit qu'il pouvait jouer. Parce qu'avant que la Coupe du Monde finisse, il a joué, je ne sais pas, un match où il était en salle. Toutes les choses sont dites. Et c'est vrai qu'aussi par rapport à Benzema, comme Sadio Mané, avec le peuple sénégalais qui est dessus, la France était dessus. La France voulait voir quand même Mbappé par rapport à Benzema, les deux qui jouent ensemble. Et je pense que toutes les équipes qui devaient rencontrer la France avaient déjà ce truc, parce qu'il fallait avoir Mbappé à l'œil, hein, comme de l'huile sur le feu. Pareil Benzema. Il est plus facile d'avoir Mbappé seulement. Après, Giroud a fait une grosse Coupe du Monde. Moi, je parle des trois. Je parle des trois. Mais avec Benzema en plus, c'est vrai que ça aurait été mieux. Mais après, je pense que la différence est que la blessure de Sadio Mané, les Sénégalais ont contacté les dirigeants bavarois. Et je pense que derrière, il y a eu des choses claires. Et jusqu'au dernier moment, ils ont fait comprendre que ce n'était pas possible. Et ce n'était pas possible. Et ça, c'est vrai. Mais pour pour le cas Benzema, c'était entaché un peu de trucs. Hein? Ouais, bizarroïde, quoi. On peut dire politique, on peut dire des choses comme ça. On a entendu que Benzema bientôt va parler, que c'est bizarre. Il sait que là, il y a la Coupe d'Europe qui arrive, et puis il annonce sa retraite internationale. Tout ça dans un truc comme ça. Donc, c'est vrai que l'atmosphère est bizarre. Et peut-être ouais, spécial du groupe France. Hein. Donc, quand on les va jouer sur le terrain, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et je ne sais pas. On dit que peut-être avec Griezmann, avec tel ou tel, avec tel. C'est là où je parle aussi d'un coach qui, ben, peut-être que je ne dis pas que je ne vais pas me mettre à la place de Deschamps, mais je pense qu'après avoir convoqué les joueurs, peut-être il y a des rumeurs de gauche à droite, il faut les convoquer, quoi. Il faut parler parce que, comme je veux dire, euh, il faut toujours faire comprendre aux joueurs que vous encouragez leur projet individuel préalable au projet collectif. On est en équipe de France, nous sommes au Qatar et nous sommes là pour gagner ce trophée. Et pour gagner ce trophée, il faut que vous vous battez pour la même cause. À un moment donné, quand on porte le maillot national, on en oublie presque sa personne. Vous voyez quand l'hymne la retentit. Moi, que ce soit l'hymne de tous les pays, mais j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. L'hymne de tous les pays. C'est beau, c'est magnifique. Ça veut dire que je suis là, je fais partie des joueurs qui vont représenter ma nation. Et on doit serrer les coudes ensemble. Ça veut dire qu'on gagne ensemble, on perd ensemble. Voilà. Donc, pour le cas de Benzema, c'était regrettable. Je ne sais pas si dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, il y aura des trucs par rapport à ce qui se passe en ce moment à la fédération avec la démission de M. Le Gret, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec l'histoire de la ministre qui est nanana. On verra, je ne sais pas. Mais en tout cas, que ce soit Sadio Mané ou Benzema, moi, en tout cas, j'ai énormément regretté leur absence parce que je voulais voir quand même. Ils avaient leur mot à dire. Et en même temps, je pense que Sadio aussi, sur son projet individuel, ben, disputer une Coupe du Monde, c'est une belle chose. Il en a disputé une, là c'était la deuxième Coupe du Monde. Peut-être que l'Angleterre, comme j'ai dit, pouvait gagner le Sénégal. Mais qui sait, peut-être ça pouvait finir à 5-3. Lui, il marque les 3 buts. Ou bien qu'il fasse des passes D qui font que. Et on se rappellera de ce jour en disant c'est vrai que l'Angleterre a gagné, mais Sadio Mané a mis le feu. Ou Sadio Mané a permis au Sénégal à un moment donné d'y croire jusqu'à la dernière minute. Tout ça pouvait arriver, on ne sait pas. Benzema de la même chose. Qui sait? Il y a les si. Ah ouais, ici avait joué la finale. Mais Mbappé en a mis tatatak, Messi. Mais Benzema, c'était là, il aurait mis au moins un. Mais on restera sur des si. Donc, si vous voulez, il y a un goût d'inachevé. Il y a un goût d'inachevé et c'est vraiment regrettable. Mais s'il y a des vérités, je ne sais pas, parce que j'étais pas. C'est comme quand on parlait tout à l'heure de l'équipe nationale du Sénégal, j'ai pas été dans les vestiaires pour savoir qu'est-ce que le coach a dit aux joueurs par rapport au projet, comment je veux jouer. Je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est comme ça qu'ils voulaient jouer. Les joueurs ont écouté, ont joué comme ça. Je ne pense pas que les joueurs ils sont assez grands, des professionnels, pour être têtus. Mais de la même manière, je n'ai pas été dans les vestiaires pour voir comment Deschamps ou à l'entraînement au Qatar a parlé avec les uns et les autres. Est-ce que c'est vrai, ce que Benzema voulait rester parce qu'il connaît son corps et que derrière, ils l'ont fait partir précipitamment. Apparemment, il n'est pas content de ça. Tout ça, je ne peux pas dire, mais peut-être que s'il y a des vérités qui devraient sortir dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, je ne sais pas s'il y aura des vérités, mais je pense que les gens sont demandeurs pour être clarifiés, quoi.
Ben, le mot de la fin, déjà merci, merci pour l'invitation, hein, merci pour l'invitation. Et puis, comme j'ai dit, bon, c'est vrai que nous, par rapport aux entraînements, par rapport au manque de temps, sur toujours la réflexion du football et tout, pareil, on n'a pas tellement le temps, petit truc, mais les invitations ne se refusent pas. C'est l'occasion aussi de pouvoir parler aux supporters des clubs, de pouvoir parler aussi aux autres pour pouvoir leur montrer que nous pensons à eux, hein. Moi, je suis très heureux d'être là par rapport à votre invitation. Ben, je profite de l'occasion quand même, vous me permettez cela, de saluer ma famille, hein, au Sénégal, à la zone A. Mes frères, mon frère conseiller, hein, Sékou Jean Keita, hein, c'est mon frère. De saluer ma grande sœur Nanfadima, son fils Mustapha Keita, mes sœurs Bunja, tout le monde, mais sans oublier Saho, Doudou, hein, mes femmes, hein, Marie, mon frère Demba, les copains d'enfance, Ibou, Gilles Traoré, hein, Aboukar, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Apparemment, il est malade. J'ai essayé de le joindre, mais je pense qu'il est encore à l'hôpital. Prompt rétablissement à toi, à Aboukar. Der, Toussaint, mon ami Toussaint, Cissé Dia. Je salue mais vraiment tout le monde, tout le monde. Ibrahima Sek, Five, l'autre Ibrahima. Mais je salue tous les amis, tous les amis. Je salue mes enfants, hein, mes enfants. Je salue aussi Kumba. Je vous embrasse fort. Et puis, en tout cas, comme on dit en sénégalais, Koulim Djoum, ça veut dire quand tu énumères, il y a des noms que tu n'as pas énumérés, mais que tout le monde sache que je pense énormément à soi. Je salue aussi ma sœur Fanta, hein, que j'adore beaucoup, ma sœur Kankou. Je les salue. Fodé, Omar, Jean Kaba, tout le monde. Sans oublier ma nièce Lisa, hein, parce que la fois dernière, j'ai été invité à une place et que elle n'était pas contente que je n'avais pas énuméré son nom. Lisa, je te salue beaucoup. Et puis voilà, c'est le mot de la fin. Je salue tout le monde. Et puis merci pour l'invitation, hein. Et à très bientôt. Et bonne chance pour le football français et le football sénégalais. Et le football en général. Merci beaucoup.